C'est des travaux que j'ai faits avec des collègues, Rebecca Warner et André Ferland. Et puis, ça fait plusieurs années qu'on travaille. Comme je vous disais, on a produit le premier livre sur la risque de la communication des risques appliqués à la climatologie et à la météorologie. Ça n'existait pas. C'est vraiment du travail pionnier. OK, maintenant, de cette façon. Maintenant, ce que je vais couvrir, c'est qu'avec les travaux qui ont été faits avec Louise Lemire, avec ce livre-là, avec les gens dans le domaine de la communication, on a développé un cadre d'évaluation des risques et de la communication qu'on applique maintenant à Environnement Canada. On va montrer l'importance d'intégrer la stratégie de communication à toutes les étapes d'activité du processus de prévision environnementale. Dans le domaine de la météorologie, on dit, OK, on va faire la prévision météorologique, après on fera la communication. C'est une erreur. Il faut que la communication de stratégie marche en même temps que toutes les activités du processus de prévision. On va parler du processus de l'approche vigilance dans l'évaluation des risques. Puis à la fin, je vais donner un exemple que la stratégie de communication pour réduire les impacts a contribué à la résilience et aux catastrophes. OK, parfait. Commencer premièrement par les objectifs du Service météorologique du Canada. On doit prévoir les phénomènes météorologiques afin de réduire les impacts. Tout ça a été influencé par Sendai, que maintenant, on veut réduire les impacts. Et une façon de réduire l'impact, c'est d'être capable de communiquer les risques. Mais pour communiquer les risques, c'est que nous, les météorologistes, on travaille dans les aléas. On ne travaille pas sur la vulnérabilité, on ne travaille pas sur l'exposure. Pour faire ça, c'est qu'il faut travailler, il faut changer notre façon de travailler. Parce que historiquement, les météorologistes, nous, on s'occupe de la météo, les gestionnaires d'urgence s'occupent des impacts. Cependant, le gestionnaire des impacts, quel type de météo, il ne sait pas que ça va, c'est qu'il était toujours en réaction. Et nous, on s'occupait seulement de météorologie, et on ne faisait pas cette connexion. C'est ça qu'on a essayé de faire avec les travaux. Ça va bien. Ici, je voulais soulever, vu que j'ai été à parler un peu des travaux de Louise Lemire qui a été faite à l'Université de. Puis une des premières études, c'est une sommité mondiale dans le domaine de la perception des risques. Quand je parlais avec Louise, la première chose, les météorologistes, on ne vous écoute pas parce qu'on ne vous fait pas confiance. Ça fait que, mais elle nous a utilisé, il fallait, à travers notre communication, il fallait faire ça comme une histoire qu'on emmène dans le. 3 jours avant, on construit la confiance. Après ça, à mesure qu'on se rapproche de l'événement, la situation est proche. Là, on renforce lorsqu'on traite aussi dans la phase de la communication de crise, là, c'est là qu'on s'appuie sur nous. Puis une des faiblesses qu'il y a dans tous les gens qui font de la météorologie, on ne travaille pas à la fin. La confirmation, c'est là qu'on établit notre crédibilité. On est en train de travailler là-dessus. Ça, c'est un des travaux qui est venu de. Vous allez le voir dans le livre si vous voulez le consulter. OK, maintenant, la prochaine. Ici, ça, c'est le cadre d'évaluation des risques de communication. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a différentes étapes. Premièrement, comment on construit la prévision météorologique? On a des systèmes d'observation, des satellites, des radars, des observations de surface très complexes, des modèles numériques. Je vous endormirai. Et à travers ça, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la chaîne de la valeur de l'information augmente avec le temps. Il y a une chaîne, puis aussi à l'intérieur de l'activité, dans le cadre d'évaluation des risques, il y a une interaction qui se fait avec les partenaires. On commence à faire l'évaluation des dangers et des répercussions, mais ça, il faut parler avec nos partenaires. Et là, il se passe différentes phases que je vais décrire. Il y a vraiment une phase qui est la communication axée sur la sensibilisation. On l'ouvre une histoire. La tempête de neige qui s'en vient. Après ça, là, on se rapproche. Là, on commence, ça prend. Là, on commence ça va s'activer. On commence à mettre des alertes. Et là, on est dans la phase qu'on appelle de notification en temps opportun. Temps opportun, ça décrit, c'est
au moment où les organismes d'urgence peuvent mettre des mesures d'atténuation en préparation avant l'événement. Après ça, la communication de risque, c'est arrête. C'est la communication rouge parce qu'on ne parle pas, on vit déjà. Et à la fin, pour faire l'évaluation du le processus dans une direction, la valeur, l'information méthodologique perd la valeur parce qu'il y a des impacts, puis il y a aussi une rétroaction qui arrive pour savoir est-ce qu'il faut améliorer la prochaine fois. On va parler ici d'un changement de paradigme. Comme je vous disais, les météorologistes travaillaient en météo, on travaillait sur la science, puis les gestionnaires d'urgence, ils géraient de l'autre côté. Il n'y avait pas cette connexion-là. On a commencé à considérer pas seulement la météo, mais on commençait à considérer qu'est-ce que la météo était pour faire. Est-ce que c'est un événement important? Est-ce qu'il va y avoir une tempête de neige qui va arriver à tel jour? Il va y avoir du trafic, ça va-tu arriver dans la nuit? Fait que on commence avec le dialogue avec nos partenaires, on développe une certaine sensibilité, la vulnérabilité locale. Et à partir de ça, on est en train de développer un peu la résilience, comment les gens se préparent, comme les gens de Ville de Pincourt commencent à se préparer à ce qui va arriver. Fait que ça, on a développé ça avec le bulletin de vigilance. Okay. Fait que le bulletin de vigilance, essentiellement, qu'est-ce que c'est? C'est que là, on commence à considérer l'exposition, on commence à considérer la vulnérabilité avec le lien. Parce que si on ne fait pas ce triangle-là, on ne peut pas parler de communication de risque. On va parler de communication d'aléas météorologiques. Fait que ça, c'est une transformation. Puis, pour être capable de bien communiquer le risque, il faut le commencer. Il faut le comprendre. C'est ça qui nous amène. Pour le temps. OK. Je vais vous donner, à partir d'ici, je vais vous conter une histoire. Est-ce qu'il y a des gens qui se souviennent du cafouillage de l'autoroute 13? Est-ce qu'il y a des. Mais le reste, vous avez entendu parler du. OK. Maintenant, avez-vous entendu parler du cas du 13 février 2019? Toi, tu as vu la. Qu'est-ce que je vais mettre en lumière ici, c'est qu'est-ce que c'est le bulletin de vigilance. Nous, la façon qu'on travaille dans les services météorologiques, on a des seuils fixes pour déterminer une tempête de neige. Par exemple, on dit il va tomber 15 cm dans une période de 24 heures. On va y mettre un avertissement de neige abondante et de tempête. Mais dans le cas de l'autoroute 13, il y avait des conditions assez particulières qui existaient. On voyait qu'il y avait une tempête de neige qui était pour tomber 40, 50, à certains endroits, 70 cm de neige. Mais vu qu'on a un système d'alerte binaire, on n'avait pas de moyen de dire ça, là, c'est la tempête la plus importante de l'hiver. Qu'est-ce qui était difficile à concevoir, c'est que le 15 mars 2017, il n'y avait plus de neige à Montréal. On était sur le gazon, pas vert, mais brun. Et là, les gens ils ont dit, il va prendre des verres, on va s'en aller au golf. Fait que les gens qui s'occupaient du déneigement, ils avaient tout enlevé leurs équipements. Puis nous, on émet un avertissement de neige abondante. Encore les météorologistes qui vont se tromper, on ne s'occupe pas de ça. Dans le cas du 13 février, je vais vous montrer le cas, on a mis en place le bulletin de vigilance. On a commencé à dire l'histoire météo beaucoup plus d'avance. On a pu mobiliser les partenaires, les provinces, les autorités. On a amélioré la communication de risque. Puis, météorologiquement parlant, le système du 13 février 2019, si je le regarde objectivement au point de vue météo, c'est une tempête qui était plus importante que celle du 15 mars 2017. Vous n'avez pas entendu parler?
C'est ce qu'on va découvrir. Est-ce que tu peux vérifier si les gens entendent bien en ligne parce que je vois le chat? Oui, mais vous pouvez demander. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est une bonne idée. Oui, mais attendez pas qu'on réponde, Bernard, je vais le lire. Je vais pas déranger. Je vais faire mon autre ordinateur. Ah, parfait. Il y en a qui ont juste à lever le pouce et on verra. Bon, c'est parfait. Ça fait qu'essentiellement, la différence qu'il y a entre les deux, c'est qu'on a un système de vigilance qui est avec des seuils progressifs. Fait que là, on aurait pu dire, la tempête, c'était un système rouge, c'était un système jaune, Météo France, et plusieurs endroits dans le monde mettent ces événements-là. Fait que c'est ça qui a été la différence entre les deux cas. Oui, OK. Ici, voici l'histoire météorologique. Il était une fois un événement météorologique. L'histoire que je vais vous conter, c'est qu'il va y avoir une tempête de neige. Ah bon, 7 jours avant. OK, les météorologistes, oui. Ça fait qu'il y a tout ce qu'on appelle la mise en place. Moi, je vois ça comme une histoire, un continuum d'histoire. Et là, qu'est-ce qu'il y a à mesure que la tempête s'en vient? Ah, OK. Encore une fois, il y a une tempête de neige qui s'en vient. OK. Commence à nous dire que ça va couvrir à peu près cette région-là. Ah, OK. OK, on confirme. Oh là, c'est vrai, là, la tempête s'en vient. Là, on rentre dans la phase de notification en temps opportun. La définition de notification en temps opportun, c'est subtil. C'est le temps que ça va prendre aux acteurs de se préparer, de garder des gens en surplus, garder des gens pour faire du déneigement, la préparation, l'urgence, les pompiers. Je ne suis pas sûr exactement à quel endroit, mais ça va être variable selon les besoins et la capacité à réagir des différents intervenants. Et dans cette période-là, qu'est-ce qui arrive? On appelle ça dans une pièce de théâtre, la il y a une confrontation, ça veut dire qu'il y a un événement déclencheur. Là, le météorologiste est torturé. Est-ce que j'émets des alertes? Quel est mon niveau des notes? On parle avec nos partenaires de cargo, OK, mais là, on va-tu faire ça? Il y a toute une danse. C'est la danse où il y a vraiment de l'attention, de préparation. Et là, finalement, l'événement arrive. On ne parle plus de communication de risque, on parle de joie, et puis à la fin, il y a la communication, puis après l'évaluation. On va prendre 30 secondes pour expliquer l'effet de l'évaluation dans ce processus-là. Juste des fois, il voient une grosse tempête arriver à 6, 7, 5 jours d'avance. Mais ils sont hésitants. Parce que s'ils se trompent, dans cette pression-là, parce que s'ils se trompent, bien là, la pièce de théâtre, as-tu été bonne? La critique a-tu été bonne? Puis, quand il y a des scénarios qui sont incertains, il y a une tension, il y a un va-et-vient entre les partenaires pour dire OK, on lance les alertes. Voici ce qui va dire. Voici la zone touchée, puis là, on plonge. Mais je veux dire que à cause qu'on est évalué, puis ça, c'est dans une pièce de théâtre. C'est dans un espace contrôlé. Tu sais, ici, là, il y a 30 personnes. Si je les connais, juste une trentaine de personnes. Mais quand je mets mon alerte météo, c'est ouvert à tout le monde. Là, tu es ouvert aux critiques. Il y a beaucoup de pression parler dans la tête du météorologiste qui se préoccupe de l'impact de son message. Parce qu'on comprend les impacts. Maintenant, je vais vous conter l'histoire. Voici comment je décris comme 84 heures. Comme dans ce cas-là en particulier, on avait dans le bulletin de vigilance, on avait indiqué qu'il y avait une tempête de neige 7 jours à l'avance. 6 jours à l'avance, on a dit oui, ça s'en vient. C'est ça. Fait que là, à 84 heures, ça veut dire 3 jours et demi d'avant, on commençait à émettre des avis météorologiques à la population en général. On était en contact avec le COG. Puis là, voici l'histoire commence. Il y a une zone jaune dans le sud du Québec, Pontiac. Ah, Ottawa est là-dedans. Vous allez y goûter. Et puis, là, on se rapproche de la tempête. Ah, OK. Vous êtes non seulement dans le jaune, mais vous commencez à être plus critique. Orange. Voyez ça comme un livre. Et puis ici, on arrive l'événement en tant que tel. Puis là, qu'est-ce qui arrive? Pourquoi
que vous n'avez jamais entendu parler de cette tempête-là, c'est parce que les partenaires étaient prêts, le message était clair, les gens étaient au courant, tout le monde était préparé, même si météorologiquement parlant, c'est un système météorologique qui était plus important, qui aurait dû affecter, qui a eu plus d'impact. Ça a eu peut-être des impacts comme jaune. Je vais juste faire un petit tableau des deux tempêtes. Le 15 mars, il y a 300 personnes qui ont eu l'initiative de faire du camping d'hiver sur l'autoroute 13. Il n'y avait pas prévu l'équipement approprié. 4 minutes. Excellent, c'est parfait, ça va bien rentrer. On parle qu'ici, là, finalement, c'est une situation sous contrôle. C'est le bordel. Et puis ici, le 13 février, qu'est-ce qui est arrivé? On a averti les participation précoce. La veille de la tempête, les autorités provinciales, parce que là, je peux vous parler de modèle numérique, tout ça très compliqué, mais il fallait qu'il y ait un message pour influencer la population à prendre des mesures de protection. Le message était très simple. Restez chez vous. Ils l'ont fait. Il n'y a pas eu d'impact. C'est ça, je pense que si on introduit la communication de risque, on peut réduire les impacts. Puis pour être capable de réduire l'impact, mon ami Donald Fortin, qui a volé une de ses diapositives, c'est qu'il faut être capable de... Parce que dans la première phase, qu'on établit la confiance, quand on deal avec la situation, ils prennent des décisions basées sur la confiance, il faut avoir un suivi. Et si nos partenaires ont confiance en nous, ils commencent à activer. Puis ils voient qu'avec constamment, il y a plus d'appels, il y a plus d'activités. Ils répondent à nous. Ça fait que s'ils sont capables de répondre à nos signaux, ils sont capables de mettre les positions, réduire les impacts, augmenter la résilience des communautés. Finalement, le dernier slide, OK. La conclusion est très simple. Et je m'excuse, Philippe, parce que je parle de genre disciplinaire, puis toi, le risque, c'est intersectoriel. Mais la différence que je veux faire, la différence entre intersectoriel et... Parce qu'intersectoriel, c'est que vous pouvez avoir plusieurs disciplines qui travaillent chacun du silo. Quand tu parles de transfert, on va parler comme un scientifique, pour faire les impacts, c'est un intégral. Il faut prendre les expertises et les contributions de tout le monde pour faire la somme, pour faire c'est quoi l'impact principal. Et en plus, il faut le faire aussi transgénérationnel. Moi, je m'occupe de la météo. D'autres s'occupent de la santé. D'autres s'occupent des forêts. D'autres s'occupent des inondations. On n'est pas responsable, Environnement Canada. Puis si on est capable de travailler ensemble, on va être capable d'augmenter des communautés résilientes. Dernier mot, je vous remercie beaucoup. Ce qu'il fallait démontrer. Merci, Ross. Vous êtes c'est un exemple pour le reste de nos communicants. Vous avez fait ça vraiment exactement dans le temps. On a prévu une période de questions, mais je réalise que dans l'énervement de commencer le cas-là, bien sûr, c'est sur la communication des risques. Puis nos 3 demi-journées sont basées sur les phases. Aujourd'hui, c'est la prévention. Demain matin, c'est la communication en temps de crise, puis après ça, post-crise. Donc, pour vous situer un peu, aujourd'hui, on est en train de voir, avant l'événement, comment est-ce que la communication peut être efficace. Puis votre exemple, en tout cas, à mon point de vue, était très clair. Là. Moi, ça m'a permis de bien comprendre comment une communication efficace peut vraiment avoir des impacts sur les conséquences. Quand vous avez dit ça au début, j'avais un gros point d'interrogation, puis là, je comprends mieux. Mais je ne sais pas si vous avez des questions. Puis Charles, est-ce que tu pourrais peut-être commencer s'il y a des gens en ligne qui ont des questions? Il n'y a personne qui a des questions pour le moment. Vas-y, mon cher ami Philippe. Alors, on s'en est déjà parlé il y a quelques années dans les bureaux de Place Bonaventure, mais ma question est assez directe parce qu'on en a parlé l'autre jour. Comment faire des alertes météo maintenant dans le contexte du changement climatique? C'est-à-dire mettre en contexte les alertes par rapport à des choses que soit on n'a jamais vues, par rapport à des choses qui sont complètement en dehors de la prévision classique. Et je donne un exemple. Je prends un tout petit exemple. Bon, Philippe.
j'étais en train de parler aux médias pendant la précipitation du 13 juillet, puis je me tourne en centre-ville de Montréal. On a eu 75 mm en l'espace d'une heure et demie. Parking inondé, etc. Je me tourne, je parle aux médias, puis les médias me disent on vient de regarder l'alerte météorologique d'Environnement Canada, ils annoncent des alertes météo majeures. Je me retourne, je dis pas juste une alerte météo majeure. Là. Moi, j'avais jamais vu ça. Là. J'ai vu ça au Sahel. Donc, ma question, c'est est-ce que les météorologistes, dans les prochaines années, puis on peut vous aider, nous, les universités, où il y a des. Comment mettre en contexte à chaque fois qu'on a un événement, est-ce qu'il sort vraiment de ce qu'on a déjà vu et comment il se compare par rapport à la climatologie, par exemple? Là, les météorologues n'ont souvent pas l'habitude, enfin, pas le temps de faire ça. Mais comment le faire? Parce qu'on parle d'intensité, de durée, d'occurrence de phénomènes qui sont de plus en plus inusités. Donc, est-ce que les météorologues, justement, vont avoir de l'information pour mettre en contexte l'alerte ou l'événement particulier pour démontrer qu'il est ou pas inusité ou quelque chose qui est complètement en dehors de... Moi, je te dirais que oui, on s'en va dans cette direction-là. Oui, mais c'est pas facile. Oui, mais c'est un processus. Dans le sens que, ça fait combien est-ce que je vais regarder l'évolution, par exemple, du bulletin de vigilance à Météo France qui a été lancé en 2000 ans. Avant que le bulletin de vigilance commence à avoir un impact pour créer une réaction de sécurité civile, de protection, c'est un processus qui a pris 10 à 15 ans. Je pense que maintenant, le bulletin de vigilance en France a une certaine maturité, puis ça s'est fait graduellement. L'approche, je ne voulais pas l'amener ici, c'est qu'on a développé un playbook ou un livre de jeu où on essaie de voir toutes les choses, tous ces éléments-là, qu'est-ce qu'il faut regarder, moduler la communication, que c'est une introduction, on rentre dans une histoire, ça se casse, on traite l'histoire et puis on la ferme. Puis la ferme, c'est que quand on fait le retour, c'est là qu'on fait l'éducation du public. C'est pour ça que je trouvais la conférence, le storytelling, tout ça, parce que les gens ont été cachés au sous-sol quand il y avait une alerte de tornade. Puis là, ils parlaient des émotions, mais au moins, ils étaient en vie. J'ai confiance, mais c'est un travail très difficile parce qu'on est un grand pays, puis on est des petites équipes de météorologistes, mais on est extrêmement efficace. Puis on est efficace parce qu'on a des collaborations avec le CAG, avec les municipalités. On a un point de distribution pour rejoindre des millions de personnes. Par exemple, je ne vais pas le donner. Toute la province qui ont resté chez eux. Avec un partenaire qu'on a. Si vous voulez juste vous présenter pour qu'on vous connaisse quand vous posez votre question, allez-y, monsieur, puis Éric ensuite. Donc, Pathé Chubana, donc de l'INRS. Je vois à la fin, vous avez parlé beaucoup de l'importance des partenaires, donc, vous le dites même jusqu'à maintenant. D'abord, donc, on comprend certains partenaires, mais aussi, c'est comment on va les convaincre ou comment ils travaillent ensemble. Parce que si chacun il est tout seul, vous avez dit à la fin, nous, Environnement Canada, on fait l'alerte, mais c'est à eux de collaborer ou pas. Mais comment s'assurer qu'ils collaborent ensemble? Il faut créer un organisme, ou ça existe déjà peut-être, pour qu'ils travaillent ensemble. En fait, qu'est-ce que nous, notre grand succès au Québec, au niveau gouvernement fédéral, vous savez, des fois, le gouvernement fédéral, provincial, c'est pas facile. C'est enregistré. D'être politiquement correct. Bernard m'a averti. Ce qu'on fait, c'est que le CAG est vraiment notre point de chute, puis il rejoint toutes les municipalités, puis ça a un effet d'amplificateur, de message amplificateur. Plus on a le bulletin de vigilance qu'on met sur Twitter, puis on le voit, on le fournit aux médias. Il y a vraiment, et la façon qu'on collabore avec nos partenaires, c'est que le CAG, ils font des tables d'expertise sur les inondations. Avec l'Hydro-Québec, il y a jusqu'à une dizaine d'experts. Il y a un centre d'expertise hydrique du gouvernement du Québec. Il y a d'autres joueurs que les gens ils ont joué un rôle, mais vous savez, quand je parle de la confrontation sur ces tables d'expertise-là,
Il y en a vraiment des. Puis là, qu'est-ce qui arrive? Le feu de forêt est un enjeu. Cette année, ils ont créé une table d'expertise pour les feux de forêt. On a aussi des tables d'expertise pour la santé, des vagues de chaleur. Fait que c'est. Je vais te répondre avec toujours ce que je dis quand je m'y parle. Je dis, qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Moi, je fais deux choses. Moi, je cuisine, puis je danse. Parce que, qu'est-ce que je veux? C'est que je veux parler d'impact. Et moi, les impacts, qu'est-ce qui arrive? J'ai besoin, je veux construire un gâteau. Puis le gâteau, j'ai plusieurs couches d'informations. Mais je n'ai pas toute l'information. Fait qu'il faut que je danse pour aller chercher les ingrédients avec mes partenaires. Mais même si je danse, puis j'ai tous mes ingrédients, puis je vais avoir un impact, ce n'est pas encore fini. Parce qu'il faut que je développe la recette. Puis les livres de jeux qu'on est en train de développer, c'est qu'on est en train de développer un livre de recettes. Pour savoir, on va avoir notre gâteau de tempête de neige, on va avoir notre gâteau de tornade, on va avoir notre gâteau de vague de chaleur. C'est un processus à long terme, collaboratif. Puis il faut être patient. Mais ça finit. On donne des résultats. Merci, M. Mars. Vous êtes bon avec les analogies, vraiment. Éric? Éric Martel, Ville de Pincourt. L'autre, je pense que ce serait important pour l'ensemble des personnes. Tu sais, tu parles du COG, donc du Centre des opérations gouvernementales, du ministère de la Sécurité publique. Mais je pense que ce serait important que les gens comprennent les mécanismes qui sont en place. Et oui, le COG, c'en est un, mais pas aussi les gestionnaires de sécurité civile. Il y a quand même EC, Alertez-moi. Mais ça, tu peux le faire à ma place sur le cas de Mireille. Malheureusement, ma table ne me le permet pas. C'est pas ça que je suis venu faire aujourd'hui. En fait, je pense que c'est important que tu parles d'EC, Alertez-moi. Puis aussi de la différence entre l'information que les acteurs, donc les intervenants reçoivent versus ce que le public reçoit. Je pense que pour les gens, c'est important qu'il y ait cette distinction-là. Je comprends ce que tu dis. C'est pour ça que le bulletin de vigilance, on a un bulletin de vigilance, on a des communications privilégiées avec les organismes. Le COG, c'est le Centre d'opération gouvernementale de la Sécurité civile du Québec. On a le COG, puis aussi, on a aussi le pendant fédéral qui est avec la. C'est extrêmement complexe, nos organisations. Des fois, un chien ne trouve pas ses chats, ou vice-versa, en tout cas. C'est qu'on intervient avec les partenaires. L'information météorologique, c'est une information stratégique. Puis après, les gens en découlent. Puis si on est capable de trouver un point de contact qu'on distribue, comme par exemple le bulletin de vigilance, toute la question d'alerte, on va le rendre disponible au public. On va le rendre détonné, puis il va avoir une saveur un peu différente. Puis une des choses que j'ai beaucoup de difficulté à faire comprendre dans mon organisation, c'est que là, oui, on parle aux partenaires, mais le public, on parle, c'est pas les décideurs. Je dis, quand tu envoies ton bulletin dans le public, tu as des décideurs. Chaque personne a un décideur. Il décide de son parapluie, il décide de sa famille, il décide de son entreprise, puis on sous-estime l'impact ou l'étendue de l'impact des prévisions publiques. Je mène cette bataille-là à l'interne. C'est intéressant, vous nous montrez bien la complexité du processus. Charles, est-ce qu'on a des... Oh, on n'a pas de questions en ligne. Allez-y, madame. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Micheline Nagem de l'Agence de santé publique du Canada. Et puis, je trouve que votre exemple de l'autoroute 13 est vraiment intéressant et ça revient peut-être à la question. Tu veux une campagne d'hiver? Ça revient un peu à ce que vous avez soulevé. Est-ce qu'il y a une stratégie différente pour communiquer un risque connu versus un risque inconnu? Parce que la deuxième fois, est-ce que c'était la stratégie de communication ou le fait que le monde, ça a vraiment frappé l'imaginaire? Restez chez vous parce que c'est ça qui risque d'arriver. Sinon, là, je pense que ce qui est arrivé sur l'autoroute 13 a vraiment, comme les feux de forêt, que là, vraiment, les gens ils ont compris les champs. Vraiment, concrètement, je pense que c'est le connu versus l'inconnu. Bien, je pense que c'est un processus itératif. Dans le point interactif, c'est que si on regarde les différentes présentations, les gens, après que la tornade d'Ottawa-Gatineau, les gens sont sensibles. Il y a un avertissement, il y a une inondation qui arrive. Des fois qu'on émet un petit avertissement de pluie, là, les gens. Il y a des degrés de sensibilité qui puis à un moment donné, tu finis, puis
si on est capable de fournir le bulletin de vigilance, et dire, ça, c'est un événement rouge. La dernière fois qu'il y a eu un événement rouge, il est arrivé que dans ton message. En Météo France, là, un niveau rouge, tu as une collaboration, les gens de préfet doivent cogner à la porte pour dire restez chez vous. S'ils ne le font pas par la loi, ils sont responsables. On n'atteindra pas ce niveau. Puis, l'autre jour, vous êtes avec Santé Canada, la chaleur, j'ai eu des discussions intéressantes, épiques avec Santé Canada qui disaient la chaleur, c'est notre responsabilité. Oui, parce que nous autres, on s'occupe de la température. Parce que quand on parle de chaleur, on implique les impacts. Fait que c'est une danse délicate pour que les gens puissent consommer le gâteau que j'essaie. Il y a M. Martel, on a des experts dans la salle. Je vais rebondir parce qu'il y en a eu un phénomène relativement inconnu en mai 2022 qu'on appelle un déréchaud. Et ce qui est bien, c'est que je pense que si Environnement Canada avait envoyé une alerte de déréchaud au lieu d'un vent violent, je pense que personne n'aurait su quoi faire. Donc, c'est là qu'on dit qu'il faut choisir les bons mots. On peut parler du déréchaud après. Puis là, après, quand on va en parler, les gens vont savoir enfin c'était quoi un déréchaud. Puis peut-être que la prochaine fois, on pourrait évoquer un déréchaud. Donc, vous voyez, là, l'inconnu, là, il a été géré avec le mécanisme en place. La façon qu'on l'a fait, on a fait les alertes intrusives. Si les gens savent bien, comme le 13 juillet l'année dernière, on a sorti des alertes intrusives. On a eu des alertes de tornade. Tu sais, les alertes de tornade, l'objectif, c'est d'être 10 minutes avant l'événement. C'est très, très sporadique. On a eu des alertes de tornade qu'on a émis avec jusqu'à 38 minutes d'avance. On a eu des 20 de tornades qui ont été émis de 3 à 12 heures d'avance. Fait qu'à ce moment-là, les gens gardaient le ciel et attendaient. Fait qu'il y avait un certain niveau de sensibilisation. Mais c'est avec le temps. Bien, merci beaucoup.